Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette correction vidéo du devoir surveiller 1 sur la proportionnalité, donc pour la classe de kappa 1 Subver. Alors, on commence tout de suite. Dans l'exercice 1, on vous demandait de déterminer si ce tableau était un tableau de proportionnalité. Alors pour ça, on le sait maintenant, quand on est face à un tableau et qu'on se demande si c'est un tableau de proportionnalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend les valeurs d'en bas et on les divise par les valeurs d'en haut. Donc on fait les calculs, je vais écrire les réponses en bleu, voilà. On calcule, on fait 608 divisé, alors que je vais mettre en bleu aussi, hop, je vais mettre un peu plus gros, voilà. Donc 608 divisé par 15, on va y arriver. Donc 608 divisé par 15 égale, on fait le calcul, 608 divisé par 15, ça fait... Alors quand on a la fraction comme ça, on peut la remettre sous bonne forme avec SD là. Ça fait 40,5 à peu près. Donc 40,5. Bon, comme j'ai pas mis toutes les décimales, au lieu d'un égal, je vais mettre un à peu près égal. Voilà. Ensuite, quel autre calcul on fait? On fait 136 divisé par 20. On fait 136 divisé par 20. Et ça nous fait divisé par 20, ça fait, hop, 6,8. En fait, déjà, rien que là, avec ces deux premières colonnes, on voit déjà que ça ne peut pas être un tableau de proportionnalité, vu que quand on a divisé 608 par 15, on a obtenu 40,5, et quand on a divisé 136 par 20, on a obtenu 6,8. Mais juste pour le principe, on va faire le troisième. Hop là. Tac. 170 divisé... Hop, attendez, je fais un petit truc. Voilà. 170 divisé par 25, c'est égal à 6,8. Donc, hop, des fois je vais faire des petits trucs de mise en page, faut pas que ça vous perturbe. Donc ça, on obtient que on n'obtient pas le même résultat pour toutes les colonnes. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, alors c'est pas forcément la peine de faire une longue phrase comme ça, je la fais pour que ce soit plus clair pour vous. Ensuite, complétez le tableau de proportionnalité suivant. Alors on a un tableau, on vous dit qu'il est proportionnel. Donc là le but ce n'est pas de vérifier qu'il est proportionnel. On n'a pas à faire une division pour toutes les colonnes. Non justement, comme maintenant on sait que c'est proportionnel, on va se servir de cette propriété pour compléter le tableau. Alors il y a plusieurs manières de faire. Pour compléter la première là, vous pouvez faire un produit en croix si vous voulez. Donc un produit en croix, je vais faire une petite flèche qu'il fait. Voilà, petite pause pour faire la flèche. Donc on peut compléter cette valeur-là en faisant un produit en croix. 28 fois 13 divisé par 91. Hop. Donc 28 fois 13 divisé par 91. Ça fait 28 fois 13 divisé par 91. Ça fait 4. Donc on peut remplacer la valeur ici par 4. Ensuite, comment on fait pour obtenir la valeur qu'il y a là? On peut aussi refaire un produit en croix. Alors attendez, j'ai écrit 4. Donc pour compléter la valeur qui est là, on peut reprendre un produit en croix. Attendez, hop. Je vais le retourner verticalement et le retourner horizontalement. Et voilà, il est dans le bon sens. On peut faire 9 fois 91 divisé par 13. 9 fois 91 divisé... Excusez-moi. Divisé par 13. Et ça nous fait 9 fois 91 divisé par 13, ça fait 63. Donc ici, on peut compléter 63. Et enfin, le coefficient de proportionnalité, comment est-ce qu'on l'obtient?
bah, on peut faire ce qu'on a fait avant en fait. Ce qu'on a fait dans la première question, c'est vérifier, essayer de voir si tout ce tableau avait le même coefficient partout. Pour passer de 15 à 608, en fait, il faut multiplier par 40,5. Pour passer de 20 à 136, il faut multiplier par 6,8. Pour passer de 25 à 170, il faut multiplier par 6,8. Si on avait obtenu la même chose dans tout le tableau, on aurait pu le dessiner sur la droite, comme là, et mettre 6,8 par exemple, si ça avait été vrai pour la première colonne. Mais là, on a vu que ça ne marchait pas, donc on ne peut pas se permettre de mettre une flèche qui vaut pour tout le tableau. Ici, on sait que c'est proportionnel. On sait que c'est proportionnel, donc on sait qu'on peut avoir le même nombre qu'il faut pour passer de 4 à 28, il faut multiplier par un nombre. Pour passer de 13 à 91, il faut multiplier par le même nombre. Et pour passer de 9 à 63, il faut toujours multiplier par ce nombre qui sera là, qui est valable pour toutes les colonnes. Et comme il est valable pour les colonnes, vous n'avez pas besoin de le faire pour tous. Vous n'avez pas besoin de vérifier ça. Alors on va prendre juste la colonne du milieu. 91 divisé par 13. Et ça nous fait... divisé par 13. Ça nous fait 7. Donc 7. Et là, je peux remplacer... Hop. Et hop là. 7. Et si vous ne croyez pas que c'est valable pour toutes les colonnes, on peut essayer. Hein. On peut faire 28 divisé par 4 pour la première. On obtient 7 aussi. On peut faire 63 divisé par 9. On obtient 7 aussi. C'est normal. C'est un tableau de proportionnalité. On vous le dit que c'en est un. Donc c'est normal que ce soit toujours la même chose quand vous faites ça. Et donc ce nombre qu'on cherchait à montrer qui était le même dans tout le tableau ici, bah c'est lui en fait. C'est le coefficient de proportionnalité. Alors du coup ça c'est une première méthode pour compléter le 4 et le 63. Vous auriez pu faire une... donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode. Vous pouviez commencer par déterminer le coefficient de proportionnalité. Et ensuite... Alors attendez. Hop. Je vais les déplacer juste. Si vous recommenciez à ça, vous commenciez par récupérer le coefficient de proportionnalité, le 7. Et ensuite, vous pouviez faire 9 fois 7. Et vous le faisiez, donc ça faisait 9 fois 7. Ça faisait 63. C'est bien exactement ce qu'on a trouvé avant. Et pour récupérer ce qu'il y avait au-dessus du 28, vous savez que pour passer de quelque chose à 28, il faut faire x 7. Donc ce truc-là, x 7, ça fait 28. Et donc pour faire le chemin inverse, on fait l'inverse de multiplication. On fait 28. Hop. Divisé par 7. 28 divisé par 7. Et ça nous fait 4. Alors je le fais, hein, si vous ne me croyez pas. 28 divisé par 7, ça fait 4. Et donc, hop, on obtient la même chose que ce qu'on a obtenu juste avant. Alors je vais quand même remettre les trucs de produit en croix pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Donc ça, c'est deux méthodes différentes qui sont valables, aussi valables l'une que l'autre. Faut pas que ça vous perturbe. Si vous préférez les produits en croix, faites des produits en croix. Mais il faut comprendre que pour le coefficient de proportionnalité qui est là, eh ben, c'est pas un produit en croix qu'il faut faire. Il faut choisir une colonne et déterminer le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Allez, on avance. Exercice 2. Pour chacun des énoncés suivants, déterminer si on est dans une situation de proportionnalité, puis répondre à la question si c'est possible. Donc, Gaspard mesurait 118 cm à 6 ans, quelle taille fera-t-il à 18 ans? Ici, ce n'est pas proportionnel. Hop, pardon. Ce n'est pas proportionnel. On ne peut pas répondre. N'allez pas faire un produit en croix pour les tailles et les âges. On l'a vu ensemble. Si vous êtes 2 fois plus âgé, si votre âge est multiplié par 2, votre taille ne sera pas multipliée par 2. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si votre taille et votre âge étaient proportionnels, les gens qui avaient 60, 70 ans, ils feraient 5-6 mètres de haut. Ça ne fonctionnerait pas. La proportionnalité, je répète, la proportionnalité, c'est quand si on multiplie par 2 l'une des grandeurs, l'autre aussi elle est multipliée par 2. C'est toujours sur deux grandeurs qu'on réfléchit. Là, en l'occurrence, c'est la taille et l'âge. Et on le sait que les deux ne sont pas proportionnels, donc on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à cette question par le calcul. Question 2. Au marché, on voit une pancarte qui annonce que 2 kg d'échalotes coûtent
12,50 euros. Combien coûte 6,5 kg? Alors là, par contre, c'est proportionnel. Si vous achetez 2 fois plus d'échalotes, ça vous coûtera 2 fois plus cher. Donc allons-y, je vais mettre un tableau ici pour pouvoir répondre à la question. Donc, on fait un tableau avec ici, donc, poids en kilos et en dessous prix en euros. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce tableau-là? On sait que 2 kg d'échalotes coûtent 12,50 euros. Donc 2 kg. Vous savez quoi? Je vais les enlever là. Non, sinon, non, faut que vous compreniez que en fait, on n'a pas besoin de mettre les unités dans le tableau. 2 kg coûtent 12,50 euros. Donc, combien coûte 6,5 kg? Où est-ce que je mets le 6,5? Bah, dans la ligne des kilos. Et donc pour calculer combien, à quel prix ça correspond 6,5, je viens faire un produit en croix. Donc 6,5 fois 12,50 divisé par 2. Hop. Hop là. 6,5 fois 12,50 divisé par 2. Ça nous fait 40,625. On va arrondir ça à 40,63. Attends, je vais diminuer tout ce monde-là. Voilà. Donc, on peut répondre à la question. 6,5 kg d'échalotes coûte 40,63 euros. Et voilà, on a répondu à la question. On passe à la question 3. Un gâteau au chocolat pour 8 personnes cuit 25 minutes au four à 180 degrés. À quelle température cuit un gâteau pour 12 personnes? Eh bien, ici, on discute de quelle grandeur? Alors là, on vous dit 8 personnes, 25 minutes, 180 degrés. Et la question, c'est à quelle température, donc on vous demande une réponse en degrés Celsius, à quelle température cuit un gâteau pour 12 personnes? Donc qu'est-ce qui a changé par rapport à la première situation? La durée de cuisson, elle n'a pas changé. Hein. Par contre, ce qui a changé, c'est le nombre de personnes, et on vous dit, si pour ce gâteau-là, on change le nombre de personnes, et ben, comment évolue la température? Eh ben, a priori, dans les recettes, ça change. C'est pas ça qui change. Hein. La température de cuisson ne changera pas si on change la taille du gâteau. Parce que si on change le nombre de personnes, c'est la taille du gâteau qui change. Donc, il cuira aussi à 280 degrés, c'est ça. 180 degrés Celsius. Voilà, là, ça n'est pas proportionnel. Question 4. Séverine a été payée 36 euros pour 3 heures de travail. Combien sera-t-elle payée pour 13 heures de travail? Si Séverine travaille 2 fois plus, elle sera payée 2 fois plus. Donc, c'est proportionnel. Son salaire, ce qu'elle gagne, et le temps de travail, ce sont deux choses qui sont proportionnelles. Vous pouvez faire des tableaux et des produits en croix avec. Donc, on y va. On va faire un tableau et un produit en croix. Donc, on fait un tableau avec le temps, donc en heures, et le salaire en euros. Alors, 36 euros pour 3 heures. Donc 3 heures, visiblement, ça fait 36 euros. Et maintenant, on vous demande qu'est-ce qu'elle sera payée pour 13 heures de travail. Donc, on met 13 ici. Et on se demande... Donc, alors, je vais les mettre. Comme ça vous perturbera moins. Voilà. 3 heures, ça fait 36 euros. Donc, 13 heures, ça fait combien d'euros? Eh ben, on fait un produit en croix. Et donc, on fait 13 fois 36 divisé par 3. Et ça nous fait 156 euros. Je vais monter un petit peu ça. Hop. Voilà, donc Séverine
sera payé 156 € pour 13 heures, 13 heures de travail. Allons-y pour la question 5. On reprend la question précédente. Combien sera payé Séverine pour 7h30 minutes? Alors, comme on reprend la question précédente, je vais même reprendre tout le tableau, si vous permettez. Hop. Tac. Hop. Donc, on reprend exactement le même tableau, sauf que on a dit que c'est plus pour 13 heures de travail qu'elle va être payée, mais pour 7h30. 7h30 minutes. Donc, la première colonne reste. Pour 3 heures, elle reste payée 36 €. Mais du coup, ce qui va changer, donc on enlève la réponse pour l'instant. Et donc, hop, on enlève ça. Donc, c'est plus 13 heures, c'est 7h30. Et vous êtes beaucoup à avoir mis ça. Je rappelle que quand on est sur un nombre d'heures, le 7,30, quand vous écrivez 7,30, le virgule 30 c'est pas un nombre de minutes. Parce que sinon, le jour où vous écrivez 7,80, bah, ça veut plus rien dire. C'est un nombre, c'est décimal. Vous savez que ça c'est 7h30. Et donc 7h30, ça revient à 7,5 heures. Parce que c'est 7 heures plus la moitié d'une heure. Et la moitié de 1, c'est 0,5. Quand on a une virgule, ce qui est après la virgule, c'est pas un nombre de minutes. C'est la partie d'une heure. On revient comme si on comptait des euros en fait. Si il y a une virgule, c'est comme si c'était des euros. Et donc 7,5 €, bah, c'est 7,5 €. Par contre, si on met minutes, heure et minutes, bah là, ce qui est entre le H et minutes, oui, là, c'est un nombre de minutes. Et vous avez jamais vu écrit 7h80 minutes. Parce que si vous êtes à 7h59 minutes, et bah, le jour où vous passez à 7h60 minutes, ça devient 8 heures et 0 minutes. Donc non, là on est à 7h. Hop, excusez-moi. On est à 7h et 30 minutes, donc ça fait 7,5. Et là on peut faire notre tableau de produit en croix. 7,5 fois 36 divisé par 3, ça fait 90 €. Donc Séverine sera payée 90 € pour 7h30 minutes de travail. Voilà. Voilà pour cet exercice. Donc on passe à l'exercice 3. Amélie a acheté beaucoup de bougies de longueurs différentes, mais elle se demande le temps qu'elles mettent à brûler. Elle décide de mesurer le temps que les bougies mettent à se consumer en entier. On vous dit qu'une bougie de 12 cm se consomme en 1h et 36 minutes. Une bougie de 20 cm se consomme en 2h et 40 minutes. C'est le temps que chaque bougie met à se consumer. Réécrire les durées ci-dessus en nombre de minutes. Alors c'est quoi les durées? Les durées ci-dessus. Bah, la première durée c'est 1h et 36 minutes. Et la deuxième durée c'est 2h et 40 minutes. Quand on vous dit de les réécrire en nombre de minutes, tout simplement, vous savez que 1h 36 minutes. Alors, je vais peut-être le réécrire. 1h, je vais zoomer un petit peu. 1h et 36 minutes. C'est la même chose que 1 heure, c'est 60 minutes et 36 minutes. Donc en fait, on peut réécrire ça comme ça. 60 minutes plus 36 minutes. Vous faites le calcul avec votre calculatrice. 60 plus, 60 plus 36, ça fait 96. Donc, dans 1 heure et 36 minutes, il y a 96 minutes en tout. Ensuite, 2 heures et 40 minutes. 2 heures et 40 minutes. Alors 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes. Parce que chaque heure fait 60 minutes, donc si vous en avez 2, vous faites 2 fois 60 minutes. Et on rajoute aussi 40 minutes. Alors on peut faire le calcul, 2 fois 60, ça fait 120 minutes.
Et 40 minutes, donc ça fait 120 minutes plus 40 minutes. Ça fait 160 minutes. Voilà, on a réécrit ces durées-là. On sait maintenant que 1 heure et 36 minutes, ça fait 96 minutes, et que 2 heures et 40 minutes, ça fait 160 minutes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour pouvoir faire la question 2. Hop. Le temps qu'une bougie met à se consumer est-il proportionnel à sa longueur? Alors on vous parle de deux grandeurs, le temps et la longueur. Et on vous demande si les deux sont proportionnels. Alors là, vous ne pouvez pas vraiment faire appel à votre bon sens. Vous pourriez vous dire, bah si la bougie elle est 2 fois plus grande, elle mettra 2 fois plus de temps à se consumer. Mais ça, on n'est pas certain. Peut-être que le bas d'une bougie met toujours plus de temps à brûler. Il peut y avoir des choses qui changent. Donc là, pour en être sûr, pour être certain, on va utiliser les nombres qu'on a. Et on va faire un tableau. Faisons un tableau. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'on met? On va mettre le temps et on va mettre la longueur. Alors, première bougie. Donc, c'est la première colonne, ça va être la première bougie. On nous dit qu'elle fait 12 cm. Donc, à la limite, je peux mettre 12 cm ici. Et combien de temps elle met à se consumer? 1h36. Et si vous mettez 1,36, c'est pareil que la dernière fois, ça ne marche pas. Si vous mettez un nombre à virgule, ce qui est après la virgule, c'est pas des minutes, c'est pas des secondes. C'est là, le 1 c'est 1 heure, et ce que vous voulez écrire 36 minutes, bah, ça marchera pas comme ça. Quand on est à 1 heure et 36 minutes, en fait, vous avez deux nombres. Vous avez un nombre d'heures et un nombre de minutes. C'est pas un seul nombre, ça. On l'a transformé en un seul nombre ici. 1 heure et 36 minutes, c'est égal à 96 minutes. Parce que ça, vous ne pouvez pas le mettre dans le tableau tel quel. Vous êtes obligé de le transformer en un seul nombre. Donc temps, on va l'écrire en fait en minutes. Et 1h36, c'est 96 minutes. Et donc longueur en centimètres. Ensuite, deuxième bougie, elle fait 20 cm. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Voilà, donc 20 cm. Combien de temps elle met à se consumer? Bah, elle met 2h40. Mais on ne peut pas mettre 2,40. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. On est obligé de mettre un seul nombre dans un tableau. Et on a vu que 2h40 minutes, ça faisait 160 minutes. Donc on y est. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un tableau en fait? Je vous ai dit on fait un tableau, mais pourquoi en fait? Bah, vous vous souvenez, premier exercice, on vous donnait un tableau et on vous demandait est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ça? Bah ça vous savez faire. Quand vous avez un tableau et on vous demande est-ce que c'est proportionnel, et ben vous savez quel calcul faire pour le montrer. Ici c'est pareil. On vous demande si certaines valeurs montrent que c'est proportionnel. Et ben, les valeurs vous les mettez d'abord dans un tableau. Et une fois que c'est dans un tableau, et ben, c'est bon, vous savez faire. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Eh bien on y va. Calculons. On prend la valeur d'en bas et on la divise par celle d'en haut. Alors, vous avez peut-être mis dans l'autre sens. Ouais, je vais faire un tableau dans l'autre sens. Hop. Tac. Voilà. On va plutôt faire ça dans ce sens-là. Donc, on a la longueur au-dessus et le temps en dessous. Donc, calculons en bleu. Calculons. Et on fait les calculs. 96 divisé par 12. Alors, je fais le slash, mais c'est comme le symbole divisé. Hein. Donc, 96 divisé par 12, ça fait 8. Et 160 divisé par 20, pardon, ça fait 8 aussi. Donc, on a obtenu le même résultat.
le tableau est proportionnel. Alors on peut peut-être aller plus vite dans la conclusion même. Le temps et la longueur sont proportionnels. Parce que le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc voilà, là on a répondu à la question. Question 3. On allume une bougie de 25 cm. Déterminez, si possible, le temps que mettra la bougie à se consumer. Alors, si à la question 2, ici, vous vous êtes trompé, et que vous avez trouvé que le temps et la longueur n'étaient pas proportionnels, et bien dans ce cas-là, à la question 3, qu'est-ce que vous devez répondre ? Comme pour vous, ça n'est pas proportionnel, vous ne pouvez pas calculer le temps que mettra la bougie de 25 cm. Si vous avez trouvé que ça ne l'était pas, cette question, vous ne pouvez pas y répondre. Donc, si vous êtes trompé là et que votre conclusion c'était ça n'est pas proportionnel, eh bien à la question 3, si vous me dites comme ça n'est pas proportionnel, je ne peux pas répondre, eh bien je vous mets tous les points de la question 3, parce que c'est cohérent avec ce que vous avez dit avant. Donc ici, nous, on sait que c'est proportionnel. On l'a montré par le calcul. Et comme c'est proportionnel, eh ben on peut savoir ce que c'est le temps qui correspond à 25 cm. On n'a qu'à refaire un tableau et faire un produit en croix. Donc, allons-y. C'est proportionnel. Donc, juste avec cette petite justification, on peut se permettre de faire un tableau. Donc, je supprime les valeurs de cette deuxième colonne. Ça, c'est toujours vrai. Hein. Une bougie de 12 cm met toujours 96 minutes à se consumer. Mais maintenant, on peut dire, mais du coup, une bougie de 25 cm, elle met combien de temps à se consumer? Et bien pour ça, on va aller faire un petit produit en croix. Hop. Hop. On y va. 25 cm fois 96 divisé par 12, et ça nous fait 200. Donc on calcule 25 fois 96, 96 divisé par 12, ça fait 200 minutes. Donc la bougie de 25 cm mettra 200 minutes à se consumer, soit, alors vous pouvez faire un petit calcul rigolo, donc 200 divisé par 60, ça fait 3,33, donc ça fait au moins 3 minutes. Alors 3 minutes, ça fait combien de secondes? Ça fait 180. Donc après 3 minutes, pour aller jusqu'à... Ouh, attendez, je me suis embrouillé. Alors le calcul est bon, mais je reprends. Donc 200 divisé par 60 minutes. Donc dans 200 minutes, combien de fois on peut faire rentrer 60 minutes? On peut faire rentrer 3 fois et des brouettes. Et donc, quand vous faites 3 fois 60 minutes, donc ça fait 3 heures, parce que chaque 60 minutes fait 3 heures. Après 3 heures, il y a 180 minutes qui se sont écoulées. Donc soit 3 heures, donc, dans 3 heures vous avez 180, et qu'est-ce qui manque pour aller de 180 à 200? Eh bien il manque 20 minutes. Bon, ça c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le faire. Mais c'est intéressant de se dire que 200 minutes c'est la même chose que 3 heures et 20 minutes. On se rend plus compte de ce que c'est. Voilà pour l'exercice sur les bougies. Alors, exercice 4. Adrien veut repeindre un des murs de son salon, on donne les dimensions du mur. Donc, le mur il fait 3,4 mètres de haut et 6,3 mètres de large. Et la peinture qu'il utilise dit que chaque pot permet de peindre 3 mètres carrés de mur. Alors, on fait un petit rappel de surface, mais d'abord, question 1, vérifiez que le mur fait 21,42 mètres carrés. Ça, c'est une surface. Vu que c'est des mètres carrés, vu que ce sont des mètres carrés ici, c'est une surface cette valeur. Donc comment est-ce qu'on calcule la surface d'un mur? On vous le dit ici. Le rectangle, c'est ça, hein, c'est le mur. Donc allons-y. Calculons. On fait surface du mur égale hauteur fois longueur, pardon, comme ce qui a marqué au-dessus.
Et donc la hauteur du mur c'est 3,4. Et on multiplie par sa longueur 6,3. Et on y va, on calcule ça. 3,4, voilà, 3,4 fois 6,3, c'est ça? 6,3. Et ça nous fait 21,42. 21,42 quoi? Mètres carrés. C'est l'unité de surface. Et donc là, on a répondu directement à la question. On a calculé la surface en direct, ça fait 21,42. Question 2. De combien de pots de peinture Adrien a-t-il besoin? Alors, avec un seul pot, on peut peut-être l'écrire comme ça si vous voulez. Un pot. Attendez. Tac. Avec un pot, il peut peindre 3 mètres carrés. Avec deux pots, il peut peindre, du coup, 6 mètres carrés. Avec 3 pots, il pourra peindre 9 mètres carrés. Et ainsi de suite. Et combien est-ce qu'il a à peindre en surface? Lui, il a à peindre 21,42 mètres carrés. Et donc, il faut essayer des trucs. Vous essayez des valeurs. Par exemple, s'il prend 7 pots, combien de mètres carrés il pourra faire? Comme chaque pot fait 3 mètres carrés, s'il en prend 7, il pourra peindre 7 fois 3 mètres carrés, c'est-à-dire 21. Ah bah là, on n'est pas loin, tiens. Avec 7 pots, on est à 21 mètres carrés alors qu'il a besoin de peindre 21,42. Mais son mur, il fait pas 21 mètres carrés pile, il fait 21 et un petit peu au-dessus. Donc en fait, il lui en faut 8. Parce qu'avec 8 pots, 8 fois 3 mètres carrés, il est à 24 mètres carrés qu'il peut faire. Et ça suffit pour faire son mur. Donc, 7 pots, donc 2 points, 7 fois 3 mètres carrés égale 21 mètres carrés, insuffisant. 8 pots fait 8 fois 3 mètres carrés, ça fait 24 mètres carrés. Vous pouvez répondre, il aura besoin de 8 pots de peinture. Donc ça c'est une méthode, c'est la méthode de tâtonnement. Alors moi j'ai pas beaucoup tâtonné, je suis tombé un peu dessus par hasard tout de suite. Mais vous aurez pu essayer genre 5 pots, 6 pots, et vous auriez vu qu'à 7 pots vous étiez pas loin. 7 pots c'est pas assez, et 8 pots c'est assez. Alors comment vous auriez pu répondre autrement? Vous preniez la surface, 21,42 mètres carrés, et vous regardez combien de fois est-ce que la surface d'un pot rentre dedans. Ça vous donne le nombre de pots dont vous avez besoin. Donc vous pouvez faire 21,42 divisé par 3, et ça faisait 7,14. Et ça, c'est un nombre de pots. Et donc vous avez besoin de 7,14 pots, sauf qu'au magasin, ils vont pas vous vendre 0,14 pots, ils vont vous vendre 7 pots ou 8 pots. Et avec 7, vous n'aurez pas assez, il vous en faut 8. Voilà, donc c'était une autre méthode pour pouvoir répondre à cette question. Nouvelle question. Adrien veut maintenant peindre un autre mur. Ce nouveau mur a la même hauteur que le premier, mais 2 fois plus long. Quelle est la longueur de ce nouveau mur? Il est 2 fois plus long. Donc on prend la longueur du premier mur, 6,3. 6,3 et on le multiplie par 2. Et vous n'avez même pas besoin de la calculatrice pour faire ça si vous êtes au taquet. Ça fait 12,6 mètres. Voilà, vous avez répondu à la question, c'est juste ça. C'est pas la peine de recalculer la surface du mur là, on vous demande juste sa longueur. Question 4. Adrien décide de prendre 2 fois plus de pots de peinture que la dernière fois, cela suffira-t-il? Alors, avec... Il y a plusieurs choses là. Là on est toujours sur ce nouveau mur qui est 2 fois plus long. Et donc on vous demande de savoir s'il prend 2 fois plus de pots de peinture que ce qu'il a pris la dernière fois, est-ce que ça suffira pour ce nouveau mur? Donc déjà, avec 2 fois plus de pots, donc, alors il en avait pris combien? Il en avait pris 8. Donc 8 fois 2, 16 pots. Il pourra peindre
Chaque pot fait 3 mètres carrés, donc vous faites 16 fois 3 mètres carrés. 16 fois 3, ça fait 48 mètres carrés. Le nouveau mur fait... Alors c'est là qu'il faut calculer sa surface. On prend sa longueur, 12,6 mètres. Alors attendez, dans quel ordre j'ai fait? Ouais. Non, d'abord la hauteur, donc 3, même si ça change rien. 3,4 mètres. Fois 12,6 mètres. Et vous le calculez. Ouais, 12,6. Ouh là là. 12 fois 12,6. Ça fait 42,84. 84 mètres carrés. Donc, alors je vais juste faire un petit schéma que vous ne soyez pas perturbés. Hop, je vais refaire un schéma du mur. Sauf que cette fois, il va être hop, 2 fois plus long. Hop. J'ai peut-être dû faire pause pour faire ça. Tant pis, vous voyez la magie s'opérer. Longueur, cette fois, c'est 12,6 mètres. Donc là, en fait, ça permet d'illustrer que pour calculer la surface, on fait bien 3,4 fois 12,6 mètres. Je vais écrire nouveau mur dedans. Deux fois plus long. Hop. Voilà. Donc, il pourra peindre 48 mètres carrés avec ses pots. Et alors, je vais le mettre là. On a vu qu'il doit peindre. Donc, il doit peindre 42,84 mètres carrés. Et avec 2 fois plus de pots, il pourra peindre 48 mètres carrés. C'est donc largement suffisant. Il pourrait même se permettre de prendre moins de pots en fait. 2 pots de moins à peu près, je crois. Bref. C'est donc largement suffisant. Voilà pour cet exercice. Et le dernier exercice, dans une petite école maternelle, il y a 4 classes de 26 élèves. Aux enfants s'ajoutent 4 professeurs des écoles, 2 personnels administratifs et 1 personnel d'entretien. Vous devez préparer des roses des sables pour la fête de fin d'année. Une rose des sables par personne. Élève ou personnel, plus vous-même. Donc une rose des sables, c'est juste ça, c'est des cornflakes et du chocolat. Alors, première question. Combien de roses des sables faut-il préparer? Vous en voulez une par personne. Et il y a combien de personnes ici? Il y a 4 classes de 26 élèves. Donc déjà, on peut calculer combien d'élèves il y a. Donc, élèves. Vous avez 4 classes de 26 élèves chacun. Donc ça fait 4 fois 26. Vous pouvez faire le calcul à part si vous voulez. Donc ça fait 104 élèves. Et donc au total, vous prenez les 104 élèves et vous rajoutez donc les professeurs, 4, plus les personnels administratifs, 2, plus un personnel d'entretien, et plus vous, plus vous-même. Vous n'oubliez pas ça. Donc plus vous-même, et donc vous avez fait 104 plus 4, donc ça fait 108, plus 2, 110, plus 1, ça fait 112 roses des sables à préparer. Voilà. Question 2. Retrouver les quantités de cornflakes et de chocolat dont vous aurez besoin. Alors moi, je vous conseille ici de faire un tableau. Puisque vous avez ces données-là. Pour 10 roses des sables, il vous faut 130 g de cornflakes et 250 g de chocolat au lait. Donc si vous deviez faire des roses des sables pour 10 personnes, vous auriez besoin de ça. Mais vous, c'est pas pour 10 personnes que vous devez en faire, c'est pour 112. Donc je vous conseille de faire un tableau, parce que bien sûr, c'est proportionnel ici. Si vous devez faire 2 fois plus de roses des sables, il vous faudra 2 fois plus de cornflakes et 2 fois plus de chocolat.
Donc, pour Diros des Sables, on va refaire un petit tableau avec... ouais, on va le faire comme ça. Avec donc 10 roses des sables. On a vu que ça faisait 130 grammes de cornflakes et 250 grammes de chocolat. Et alors du coup, je vais peut-être modifier un peu. Donc, voilà, ça c'est ce que vous savez. 10 roses, ça fait 130 grammes de cornflakes, ça fait 250 grammes de chocolat. Et vous avez besoin de 112 roses. Donc, quelle quantité de cornflakes il vous faut? Et ben, on va faire un produit en croix. On y va. 130 fois 112 divisé par 10. 130 fois 112 divisé par 10. 1456 grammes de cornflakes. Et pour les chocolats, vous pouvez faire exactement la même chose. Alors soit vous le faites avec la première colonne, soit vous pouvez continuer à le faire avec cette colonne-là. Donc 250 grammes fois 1456 divisé par 130 grammes. Ça fait 2800 grammes de chocolat. Donc au passage, 2800 grammes de chocolat, ça fait 2,8 kg de chocolat. Et 1456 grammes de cornflakes, ça fait 1,456 kg de cornflakes. Mais bon, ça c'est pas ça qu'on vous demande. Donc on aura besoin, on peut faire une petite phrase réponse ici pour récapituler nos résultats. On aura besoin de 1456 grammes de cornflakes et 2800 grammes de chocolat. Voilà pour la question 2. Question 3. Alors, hop. Les ingrédients sont vendus en magasin dans les formats suivants. Donc les cornflakes, c'est des boîtes de 200 grammes qui coûtent 1,54 euros. Et les chocolats, c'est des plaquettes de 250 grammes qui coûtent 1,20 euros. Vous allez savoir de combien de boîtes vous avez besoin. C'est ça qu'on vous demande ici. Le nombre de boîtes. Il faut comprendre que dans cette question-là, le prix n'intervient pas. Dans cette question, le prix n'a aucune importance. Si on vous disait les cornflakes, c'est 200 grammes et c'est gratuit, et le chocolat, c'est 250 grammes et c'est gratuit, ça ne changera absolument pas le nombre de boîtes de cornflakes ou le nombre de plaquettes que vous avez besoin pour faire ça. Le prix n'a pas d'importance pour l'instant. Donc, 200 grammes. Alors, pour les cornflakes, alors comment rédiger ça? Je réfléchis à comment vous expliquer le plus simplement. Vous avez besoin de 1456 grammes de cornflakes. Donc on peut faire la technique de la division. Dans 1456 grammes, combien de fois on peut faire entrer une boîte? Donc, calculons 1456 grammes divisé par la boîte de 200 grammes. Donc ça fait 1456 divisé par 200. Ça fait 7,28. Donc ça fait 7,28 boîtes de cornflakes dont vous avez besoin. Donc en fait, si vous avez besoin de 7,28 boîtes, vous avez besoin de 8 boîtes. Hop. Ensuite, vous avez besoin de 2800 grammes de chocolat. Et on divise par 250 grammes la plaquette. Combien de fois je peux faire entrer une plaquette dans 2800 grammes? Donc ça fait 2800 divisé par 250, ça fait 11,2 tablettes chocolat.
Donc 11,2, bah, vous en avez besoin de combien? Vous avez besoin de 12 tablettes. Parce qu'avec 11 tablettes, vous n'aurez pas assez. Regardez, avec 11 tablettes, vu que chaque tablette fait 250 grammes, avec 11 tablettes, vous auriez 2750 grammes. Et il vous manque 50 grammes pour avoir les 2800. Donc il vous en faut une de plus. Voilà, il en faut 12. Donc ça, c'est la méthode de division. Vous pouviez faire autrement, bien sûr. Si on reprend les cornflakes, chaque boîte fait 200 grammes, il vous en faut 1456. Donc vous pouviez essayer. Par exemple, si vous prenez 8 boîtes, vous avez combien de cornflakes? 8 boîtes fois 200 grammes, ça fait 1600. Attendez, du coup j'ai confondu. Si vous preniez 5 boîtes, vous étiez à 1000 grammes. C'était pas assez pour atteindre 1456. Et vous pouviez continuer à essayer. Vous pouviez 7 boîtes de 200 grammes, 1400. Ah bah vous étiez pas loin. Et visiblement on n'est pas loin, donc on essaye juste au-dessus. Et là c'est bon, on est au-dessus, on a assez. Voilà, donc c'est un peu la même méthode que ce qu'on a fait avant, mais vous pouvez aller plus vite avec les divisions. Et enfin question 4, calculer le prix total de l'achat des ingrédients. Alors, donc, cornflakes, 8 boîtes, fois. Hop. Alors, c'est quoi le prix d'une boîte? Eh ben, c'est 1,54 €. Ça fait 8 fois 1,54. Ça fait 12,32 € en cornflakes, chocolat, 11 tablettes, fois le prix d'une tablette c'est 1,20 €, 11 fois 1,20. Ça fait 13,2 € en chocolat. Alors j'espère que vous avez compris ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que cornflakes, on a besoin de combien de boîtes? On a vu qu'on avait besoin de 8 boîtes. Chaque boîte coûte 1,54 €. Donc qu'est-ce qu'on paye en cornflakes en tout? En cornflakes, on paye 8 fois le prix d'une boîte, donc 12,32. En chocolat, on a besoin de 11 tablettes et chaque tablette coûte 1,20 €. Donc on fait le calcul 11 fois 1,20, ça fait 13,2 en chocolat. Au total, le prix total est... au total, on paye... On fait la somme des deux. 12,32 plus 13,2 et ça fait 32 plus 13,2, ça fait 25,52 € au total. Et voilà, vous avez répondu à la question. Alors je vais vous envoyer ce corrigé en version PDF que vous pourrez ouvrir et imprimer si vous voulez. J'espère que ce corrigé vous a été utile. Je vous dis à bientôt.